Aujourd'hui, la loi prévoit effectivement que les mineurs ont un rôle important dans la décision qui les concerne. Et ces décisions, en fait, ils participent à la décision en fonction de leur degré de maturité. Donc plus l'enfant sera grand, plus il sera en capacité de s'exprimer, de faire connaître sa volonté sur les soins, et plus elle devra être prise en compte. Sachant qu'in fine, néanmoins, c'est toujours les titulaires de l'autorité parentale qui vont prendre la décision. Parallèlement à la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades, il y a eu également une seconde loi qu'on appelle parfois la loi Ségolène-Royal, qui est une loi donc, qui a voulu réaffirmer l'autorité parentale dans différents domaines de la vie familiale, et notamment en matière de santé. Alors cette loi Ségolène-Royal, elle réaffirme le fait que jusqu'à l'âge de la majorité, les deux parents sont également responsables de l'éducation de leur enfant. Ceci indépendamment de leur vie conjugale, indépendamment du fait qu'ils vivent ensemble ou qu'ils sont séparés, qu'ils vivent dans la même maison ou qu'ils vivent de façon complètement distincte. Donc c'est un point extrêmement important en matière de santé. Autrement dit, il y a une responsabilité conjointe et durable des parents. C'est que les textes prévoient, pour faire en sorte que la société puisse fonctionner harmonieusement, sans qu'il y ait de difficultés en permanence, prévoit que pour les soins bénins, pour donc la médecine courante, plutôt très courante, eh bien, on puisse se satisfaire de l'accord d'un seul des parents. Mais il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Ça veut dire qu'on va présumer dans ce cas que les deux parents sont d'accord. En revanche, dès que les soins présentent un certain niveau de gravité, et ça vient assez rapidement, donc on est déjà assez rapidement dans des soins graves. Dès lors qu'il y a des décisions thérapeutiques importantes à prendre, eh bien là, il faut réunir l'accord des deux parents. La situation dans laquelle un des parents est non joignable, indifférent, pose des difficultés permanentes pour nos équipes. Les instructions que l'on donne à nos équipes, c'est bien entendu de faire en sorte qu'ils cherchent par tout moyen à obtenir pour des soins graves l'accord des deux parents. Même si, par hypothèse, le père ou la mère habite loin de l'autre parent, même si l'enfant est hébergé de façon permanente chez l'un ou chez l'autre, eh bien l'accord des deux parents doit être trouvé. Alors c'est difficile. En tout cas, il reviendra à l'équipe, le cas échéant, de prouver qu'elle n'a pas pu joindre l'un des parents. Mais en tout cas, elle doit s'efforcer par tout moyen de recueillir l'accord conjoint. Alors, la loi du 4 mars 2002, et celle-ci, c'est la grande loi sur les droits des malades. Elle a introduit dans le droit médical quelque chose de très important qui a été la possibilité pour un médecin de répondre ou d'accéder à la demande d'un mineur qui souhaite être soigné de façon confidentielle. Donc, autrement dit, sans que les parents le sachent. Ce qui est contraire à un autre principe, qui est qu'en principe, les parents sont les personnes qui doivent décider des soins. Donc c'est forcément une dérogation au principe général d'autorité parentale. Mais le législateur a considéré qu'il était important, notamment pour des enfants en grande difficulté ou en quasi-rupture avec leurs parents, ou bien qui, pour une raison ou pour une autre, ne voulaient pas que les parents connaissent leur pathologie. Donc la loi a rendu possible à des médecins d'accepter de soigner des enfants sans que les parents le sachent. Et la loi, par ailleurs, encadre ceci de façon très précise, ou du moins le fait avec des précautions. C'est-à-dire que le médecin peut accepter, mais il doit tenter de convaincre le mineur, et c'est vraiment en cas d'obstination, enfin de volonté tout à fait définitive du mineur d'être soigné dans le secret ou de façon confidentielle, que les médecins peuvent bien commencer le traitement. Alors, ceci dit, cette disposition, elle pose différentes difficultés, parce qu'il n'est pas facile non plus d'engager des soins sans que les parents ne le sachent, surtout lorsqu'il s'agit de soins qui vont être durables. Imaginons un jeune qui a tenté de se suicider, dans quelle mesure est-ce qu'on pourra le cacher à ses parents? C'est pas facile, c'est pour moi même très difficile. Autrement dit, en même temps que
le médecin va probablement accepter de soigner de façon confidentielle. Il aura le devoir aussi d'essayer de convaincre vraiment de façon répétée le mineur bien d'en parler à ses parents. Donc tout ça est forcément difficile. Mais la loi a permis néanmoins, disons, a permis aux médecins de pouvoir gérer ces situations de façon plus facile. Il faut bien voir que si la loi a évolué en ce sens, c'est qu'on a pensé qu'il était souvent important, plutôt que des enfants ne se soignent pas, de leur laisser cette possibilité de confidentialité qui fera qu'ils se soigneront. Parce que c'est aussi leur intérêt qu'ils soient soignés. Et c'est l'intérêt de la société, c'est l'intérêt de tout le monde. Le code de déontologie médicale prévoit que les médecins ont un devoir de protéger l'enfant lorsqu'ils considèrent qu'il est victime de privation, de sévices, d'une éducation qui peut poser des problèmes pour la santé de l'enfant ou qui peut poser des problèmes de manière générale. Donc il y a une obligation de protection, qui concerne d'ailleurs les enfants, mais également toutes les personnes vulnérables de manière générale. Donc ça peut concerner d'autres patients. Et eh bien, voilà, il y a une obligation de protection qui prendra la forme, dans certains cas, d'un signalement. Signalement dans les cas les plus graves à l'autorité judiciaire, et de façon plus courante peut-être au service du département, parce que le département, le conseil général, est responsable de la protection des enfants. C'est lui qui gère notamment l'aide sociale à l'enfance, qui gère en tout cas tous les services qui, dans notre pays, sont chargés de la protection de l'enfance d'une manière générale. Donc il y a une obligation de signalement, mais qui est essentiellement une obligation de protection. Alors, il revient au médecin en conscience de faire la part entre ce qui doit rester secret, le cas échéant, ce qui relève de la confidence, et ce qui relève absolument l'obligation de signalement pour protéger. Donc c'est une situation qui est souvent délicate pour les médecins, au-delà même des soins, qui est de gérer ces situations où il faut faire la part des choses et de faire le bon choix, qui pourra d'ailleurs évoluer le cas échéant, suivant l'évolution de la situation familiale, suivant bien ce que le médecin aura perçu dans l'entretien médical.